un univers extrêmement important, parce qu'on parlait de combien de plusieurs dizaines de milliers de prostatectomies, on met quand même entre 25 000 et 30 000 bandelettes sous-urétrales en France, pas que les urologues bien entendu, il y a aussi les gynécologues. Et ce soir je voulais... C'est réparti comment entre les deux? Je pense qu'il y a plus de gynécos qui portent plus de gynécos que les urologues. Oui, d'accord. Mais après, je ne connais pas bien la proportion exacte. Ils sont plus nombreux que nous déjà. Voilà, c'est ça. Et puis, je voulais vous parler donc, des complications des bandelettes sous-urétrales. On ne parlera pas de toutes les complications, mais peut-être faire passer quelques réflexions, quelques messages clés. Vous savez que c'est un topic actuellement extrêmement chaud sur le plan médico-légal, car des associations de patientes se sont constituées pour dénoncer les complications des bandelettes sous-urétrales. Donc tout ça a commencé en fait en 2008 où la FDA a émis en fait un warning sur la sécurité de certains implants vaginaux. D'abord les implants vaginaux traités pour prolapsus et puis ensuite étendus aux bandelettes sous-urétrales synthétiques qui restent actuellement le premier traitement d'incontinence urinaire à l'effort de la femme classique. Ensuite, elle a demandé, la FDA, qu'il y ait vraiment des études de surveillance en post-market pour prouver l'innocuité et l'efficacité de ces bandelettes sous-urétrales. Si vous me demandez un chiffre de complications, je vais vous dire que c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne tient pas, personnellement ou nationalement, des registres prospectifs qui disent, voilà, combien j'ai posé de bandelettes par an et combien j'ai de complications. On peut dire combien j'ai eu de complications, mais on ne sait pas combien on en a posé en réalité. Le dénominateur manque pour expliquer la prévalence, l'incidence, etc. Il y a eu des études rétrospectives et le chiffre, là, il y a un registre français qui s'appelle Vigimèche, dit qu'il y a environ 2,8% de complications graves liées aux implants vaginaux, que ce soit des implants sous-urétrales synthétiques pour bandelette incontinence urinaire que pour les implants de prolapsus qui n'existent plus, qui sont interdits au marché depuis quelques années en France, qui ont été retirés du marché en raison des complications. C'est comment la différence entre, on voit tout le temps, souvent dans les comptes rendus, TVT, TOT, il y a quelques années, quelle est vraiment la différence et qu'est-ce qui amène actuellement maintenant le plus de complications dans ce que tu vois a posteriori? Est-ce que ça a un sens? Ah oui, c'est majeur. La différence est majeure. En plus, les patients demandent qu'on leur explique. Et on va revenir sur la réglementation actuellement en vigueur. Il faut l'expliquer aux patientes, ce que vous implantez. Il y a plus de complications avec le TVT. Le profil des complications est différent, en fait. Donc, quand on met un TVT, tout le monde fait des plis de vessie, etc. Bon, c'est pour ça qu'on fait une cystoscopie péropératoire. L'important, c'est de pouvoir l'identifier et puis repasser. Et puis, voilà. On a plus de rétention urinaire ou de dysurie après un TVT, par exemple. Mais, voilà, une perforation vésicale en péropératoire, il n'y a pas de conséquence si on la reconnaît. C'est comme si vous mettiez un cathéter suspubien à une patiente et puis vous retirez le trocard et puis vous repassez ailleurs et puis ça se passe bien. En revanche, il y a des complications douloureuses avec le TOT. Des complications, des douleurs neuropathiques, des douleurs myofasciales, des douleurs liées à la lésion des nerfs obturateurs qui sont mal connues. Et le problème de ces douleurs, c'est qu'elles sont difficiles à traiter parce que retirer une bandelette transobturatrice, actuellement, c'est très délétère. Retirer une bandelette CVT, on peut la faire par voie abdominale, par voie ovaire, par voie cœlioscopie, comme tu l'as publié dans European Urology il y a quelques années. On la fait par voie robotique maintenant, parce que ça donne une excellente vision. On peut retirer tout le matériel en sécurité. Retirer un TOT, ça veut dire inciser les cuisses, aller chercher parmi les muscles adducteurs, etc., la bandelette, et ensuite la repasser par le vagin. Personne ne fait ça en routine. Donc ce qui veut dire que si les bandelettes sont retirées, elles le sont dans la majorité des cas, pour celles-ci partiellement. Exactement. Et donc, en fait, finalement, dans les études, il y a plus de retrait de TVT que de TOT. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de complications douloureuses avec le TVT que le TOT. C'est que le TVT est plus accessible à l'ablation qu'un TOT. Voyez. Donc ça, c'est la subtilité. Alors, il y a, depuis 2020, et j'aimerais vraiment sensibiliser nos collègues là-dessus, il y a une réglementation extrêmement stricte pour la pose des bandelettes sous-urétrales. Ça ne concerne que les bandelettes sous-urétrales synthétiques, ça ne concerne pas d'autres chirurgies de l'incontinence urinaire à l'effort. Il faut une RCP pour toutes les poses. Alors, c'est compliqué parce qu'une RCP, ça doit comprendre un urologue et un gynécologue obligatoirement. Donc, on n'est pas forcément tous
organisé avec un urologue sous le bras pour les gynécos et puis un gynéco sous le bras pour un urologue. Toutes les autres spécialités peuvent intervenir, telles que les médecins de la rééducation, les chirurgiens colorectaux, etc., en fonction des symptômes de la patiente, mais il faut une RCP avec 2 spécialités minimum. Donc déjà, ça impose à nos collègues de s'organiser, si on n'est pas dans les CHU, etc. Ensuite, c'est vrai qu'il faut également une pratique régulière de cette pose de bandelettes sous-urétrales. Il y a des seuils ? Il y a un seuil. Ce n'est pas des seuils individuels, c'est des seuils d'établissement, on peut en critiquer comme on veut. C'est 15 bandelettes. C'est sûr qu'un chirurgien qui met 15 bandelettes par an ou 15 chirurgiens qui mettent une bandelette par an dans le même centre, ce n'est pas pareil. Mais voilà. Et il faut avoir prouvé qu'on a une pratique régulière. Donc ça reste vague, mais voilà. Et puis, attention, parce que cette réglementation, c'est un décret ministériel. On est quand même passé à 2 doigts de l'interdiction totale de pose de bandelettes sous-urétrales en France il y a 3 ans. Donc soit on respecte la réglementation, soit on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Et puis la RCP, elle est discutée. Il faut que la patiente ait le temps de réfléchir après avoir réceptionné l'avis de la RCP. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas discuter un dossier la veille d'une chirurgie ou la semaine d'avant. Le délai, maintenant, c'est 1 mois. Un peu comme en esthétique. Exactement. En esthétique, il y a 15 jours, alors que normalement, il faut du temps. Mais là, c'est pareil. Oui. C'est combien Avant, de temps ? on commençait 15 jours, maintenant, c'est 1 mois. 1 mois. Donc il faut anticiper les choses à la droite. Ça demande quand même de l'organisation. Exactement. Ah oui, ça freine, ça. Hein. On a beaucoup de questions actuellement de nos collègues qui disent « mais moi, je vais faire comment ?» Et puis, nos patientes, elles débarquent et puis elles veulent plein de questions parce qu'elles ont lu tous les reportages, les enquêtes Mediapart, la classe action, le documentaire d'Élise Lucet qui nous montre tous du doigt est-ce qu'on doit arrêter en fait, cette chirurgie dans les années qui arrivent parce qu'il y a trop de risques médico-légaux. Savez-vous en plus, Morgane, je te pose la question parce que tu es urologue, que la fiche AFU que tu donnes aux malades, qui dit bandelette sous-urétrale rétropubienne ou transobturatrice, il y a 2 fiches différentes, n'est pas suffisante. Parce que la vraie fiche obligatoire, c'est la fiche du ministère. Et savais-tu qu'il y avait une fiche ministère sur l'incontinence urinaire d'effort ? Je ne savais pas. Et ben voilà. Mais peut-être que l'AFU pourrait la promulguer. Exactement, mais elle est cachée quelque part sur le site internet du ministère, mais si vous voulez la trouver, voilà. Mais il y a une fiche qui est obligatoire à donner, qui est celle-là. Et en fait, elle explique ce que c'est qu'une incontinence urinaire à l'effort et elle explique les différents types de bandelettes avec des schémas compréhensibles pour les patientes. Un TVT, ça passe en rétropubien, un TOT, c'est en transsupuratoire, et ça explique les complications, etc. Ça fait des pages et des pages. Hein. Et ce document, il est obligatoire. J'avoue, il y a plein de gens qui ne le donnent pas, parce que personne ne le sait. Moi, c'est un décret, tu rentres tout de suite dans des procédures légales, de ne pas le respecter. C'est du pénal rapidement, quoi. Ouais, donc, et ben voilà. Et c'est pour ça que ce soir, il faut en parler, et puis il faut s'organiser. s'organiser. Et d'ailleurs, même si le patient descend en bloc sans cette fiche, il devrait ne pas être opéré. Parce que pendant des années, on a fait les formulaires de Creutzfeldt-Jacob, et souvenez-vous, pendant le Covid, le nombre de patients qui ont été récusés puisqu'ils étaient avec des tests positifs. On devrait dire pas de pause s'il n'y a pas la fiche. Exactement. Et puis, les patientes qui portent plainte actuellement, elles disent, mais voilà, il y a un décret, on fait un sondage, une enquête auprès des urologues, des gynécos, personne ne respecte le décret. Mais ils ont compris les conséquences pour eux, puisque c'est un décret de ne pas le respecter. Parce qu'il n'y a pas eu assez de discussions, et je pense que donc c'est l'intérêt de ces formations et de ces tables rondes, c'est l'éducation. Fondamentale. Alors on parle d'éducation thérapeutique pour nos patients, mais je pense que c'est de l'éducation pédagogique qu'on est en train de faire. Exactement, c'est pour pouvoir continuer à faire cette chirurgie, qui est une chirurgie qui rend des services à plus de 90% des femmes, qui est efficace, avec un recul de plus de 20 ans, etc., qu'on puisse continuer à faire cette chirurgie en toute sécurité et puis en informant les patientes de manière adéquate. Sinon, on va retourner au Birch. J'allais te dire, qu'est-ce qu'on a là, c'est simple. Retour à l'ère des dinosaures, la dysurie, le prolapsus, la poussée, les autosondages. C'est les couches. les couches. Voilà. Donc il faut qu'on défende encore des chirurgies mini-invasives efficaces, mais attention à nos pratiques. Et voilà. Et c'est pas fini parce que avant, si on pose beaucoup de bandelettes, on est surchargé en consultation de revoir les patientes à 1 mois. Mais c'est obligatoire. On ne peut plus les revoir dans 3 mois ou dans 6 mois comme on le faisait avant. Maintenant, c'est 1 mois, il faut les revoir en consultation, leur faire un toucher vaginal pour voir si ce n'est pas érodé, la cicatrice et les douleurs, bien sûr les fuites, je veux dire accessoirement le résultat sur la continence quand même, mais toutes les complications. Et puis les revoir aussi à 1 an. Pour en rendre compte, enfin,
pour que ça aille aussi haut en termes de publication au journal officiel, ça veut dire qu'ils se sont emparés du sujet à niveau ministériel. C'est pas la société savante. C'est les classes-actions. Exactement. Et donc ça, c'est les vagues du système américain qui sont venus se fracasser sur nos systèmes de santé. Nous, à l'AFU, on reçoit toutes les semaines des appels au secours, des témoignages, l'AFU ne fait rien pour les patientes. Nous, on voudrait avoir un dossier MDPH, invalidité, reconnaissance de l'invalidité liée aux bandelettes, etc. Donc, c'est vrai que le climat émotionnel est très important, mais après, nous, en tant que chirurgien urologue, il faut essayer, ou gynéco, il faut rester rationnel. Et est-ce qu'il y a eu des mises en cause de laboratoire parce que du matériel a été considéré comme plus délétère que d'autres ou pas? Oui. Il y a eu des trucs comme ça, oui, de laboratoire? Alors, tout est parti sur les bandelettes de prolapsus, les plaques de prolapsus qu'on leur mettait par voie transvaginale, les Prolift, etc., où il y avait quelques années, on prenait n'importe quoi, on les découpait dans la cuisine et puis on les mettait. C'est un peu caricatural, mais c'est ce qu'on faisait. Pas nous, enfin, c'est ce que les gens faisaient, on va dire. Je vais me dépersonnaliser le truc parce que je ne fais pas ça. Et je ne sais pas mettre les bandelettes transvaginales de prolapsus. Mais on découpait également des plaques de hernie inguinale. C'est pas le même grammage. On transférait. C'est pas le même grammage, c'est pas les mêmes... Mais on le faisait parce qu'on te disait que c'était bien et puis voilà. C'est comme si on utilisait une prothèse de hanche pour faire une prothèse d'épaule, quoi. Exactement. Donc, résultat des courses, c'est interdit. Maintenant, il faut vraiment des études, etc. Donc, beaucoup de laboratoires se sont désengagés de ce processus. Ouais. Donc, récemment, pour ne pas citer, mais je peux citer Boston Scientific, par exemple, qui est quand même un énorme labo, s'est retiré du marché des bandelettes sous-urétrales synthétiques, non pas parce que leurs bandelettes étaient pourries, mais parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans une étude de sécurité, d'IQT, etc. Et il y a de moins en moins de bandelettes autorisées. Il y a une liste de bandelettes qui est très réduite, autorisée intra-GHS, mais beaucoup de labos se désengagent. Donc, si les labos ne font pas les bonnes études pour qu'on puisse continuer à en mettre, ça sera retour au birch et tout le reste, c'est sûr. En termes de pas sympa, ça. Ouais. C'est vraiment pas sympa. C'est urgent. Il faut s'en occuper. Il faut s'organiser, il faut créer ces RCP. Il n'y a pas tous les hôpitaux, il y a des urologues et des gynécologues. Exactement. Qui sont présents. Il faut former, il faut sensibiliser. Nous, on n'arrête pas. On dit que vous posez des bandelettes. Mais sinon, ce sera un gisement de sinistralité et en gynécologie, et en urologie, et puis probablement des hordes de patients qui ne seront pas traités, pas soignés. Oui, j'en ai vu tellement dans ma carrière de pauses. J'ai vu des jeunes femmes, même après un accouchement, très rapidement bénéficier ou pas bénéficier, je ne sais pas, de ce genre de choses pour stopper des fuites à l'effort. Bon, voilà. Et en fait, on ne leur propose pas, en dehors de trucs lourds comme le birch. Est-ce qu'actuellement, on a des pistes de recherche pour pallier à éventuellement un abandon de bandelettes? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, actuellement, si on fait de la chirurgie de l'incontinence urinaire, on ne peut pas faire de cette chirurgie si on dit, moi, de toute façon, je sais faire que les bandelettes et je propose que les bandelettes parce qu'il n'y a que ça que je sais faire. Ce n'est pas entendable en 2023-2024. Si on veut faire l'incontinence urinaire, je ne pense pas qu'il faut savoir tout faire, mais il faut savoir en parler au moins. Donc déjà, il faut faire de la kiné, on peut mettre des tampons, on peut porter des PCR. Là, on aura épuisé tout le stock du traitement conservateur. Et c'est des solutions qui peuvent améliorer les patientes. 70% des patientes sont améliorées. Et des patientes qui ne veulent pas forcément de la chirurgie ou qui sont jeunes, qui veulent encore accoucher, etc. C'est des solutions qui existent, qu'il faut proposer et qui peuvent sauver les patientes. Et on n'est pas à la cause, on n'est pas à incurrence sur les faire, tac, on va tout de suite leur mettre des bandelettes. Non, il y a la rééducation, la perte de poids, je mets des tampons, je mets des PCR, etc. Tout ça, ça fonctionne. Ensuite, en termes de chirurgie, si on regarde les recommandations européennes, parce qu'il n'y a pas de recommandations françaises, le meilleur traitement actuel de l'incontinence urinaire à l'effort, sans parler des complications, je dis vraiment en termes de zéro fuite, c'est les bandelettes autologues. Donc on découpe des bandelettes aponevrotiques dans les muscles grand droit de l'abdomen ou dans le tenseur du fascia lata, et on va créer un soutènement sous l'urètre comme un TVT, et que l'on va fixer, on va tirer très très fort au niveau... comme un lambeau, quoi. Comme un lambeau. C'est le meilleur traitement. Mais alors, vous allez dire, pourquoi on ne fait pas ça ? C'est sûr que si vous tirez très très fort,
vous ne pouvez plus pisser. Et comme être continent, c'est rééquilibrer quand même la continence et la vidange, eh ben, il y a des risques d'autosondage. Donc il y a grandes études américaines, ils disent que c'est le meilleur traitement, mais meilleur traitement, 50% d'autosondage, ça passe. Mais les patientes, il faut leur expliquer que c'est possible. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à s'autosonder ? Ça, il faut leur en informer. C'est effrayant tout ça. Ensuite, le deuxième traitement le plus efficace, c'est les bandelettes. Mais voilà les complications des bandelettes que vous voyez à l'écran. Dysurie 23%, infection 17%, hyperactivité vésicale de novo 10 à 15%, les douleurs 4,5 à 9% et plus avec les TOT, les expositions prothétiques, que ce soit les érosions vaginales, vésicales, urétrales, 2,7 à 4,4%. Donc oui, c'est un très bon traitement, moyennant toutes ces complications. Autre traitement très efficace, la colposuspension de Birch, à l'ancienne. Mais bon, il faut être ouvert du ventre, c'est plus du mini-invasif. Effectivement, ça sert un peu, donc on a un risque de dysurie. On pousse pour faire pipi. Si on pousse pour faire pipi quand on est une femme, on développe des rectocèles. On a l'impression de rétropédaler un peu. Quand même. On va avoir des descentes d'organes. Et dans quelques années, l'histoire d'évolution naturelle du Birch, c'est d'être opéré de la descente d'organes. Voilà, c'est ça. Mais ça, il faut l'expliquer aux malades. Et ce que tu dis pour quelque chose qui est extrêmement fréquent, tous les prolapsus, les descentes d'organes, que ce soit recto ou enfin, peu importe. Rectocèle, cystocèle, tout ça, ça va ensemble. Toutes les femmes, beaucoup de femmes à un certain âge vont souffrir de ça, ce qui est un peu... Et tu leur proposes quoi maintenant ? Parce qu'avant, on pouvait faire aussi des suspensions faciles, transvaginales. Alors maintenant que les bandelettes en plus transvaginales sont interdites, et je pense qu'effectivement c'est un mauvais traitement avec source de grosses complications, sachez que la promontofixation célioscopique, le traitement référence quand même des prolapsus antérieurs, et dans la ligne de mire, comme les bandelettes sous-urétrales, avec une RCP, un seuil, l'information, la fiche. Oui. Ouais. C'est pareil. Il y a quoi alors ? Il ne reste plus que le paisseur. Nous, on a une activité soutenue en alors fonctionnel. Alors c'était bien d'être une femme en 2024 finalement. Mais il ne faut plus proposer, ça reste des très bons traitements, mais il ne faut pas les proposer comme ça à la légère. Ensuite va se pose la question, bon, ok, je sais parler de tous les traitements, il faut parler de tous ces traitements aux patients. Oui, bien sûr, parce qu'elles sont dans les recommandations tous sur la même ligne. C'est-à-dire, il n'y en a pas favoriser le TVT, favoriser... Non, il faut proposer les options et ensuite on voit, il y a des injections de gel, de bulkamine, etc. Et on peut encore faire du TOT ? On peut. D'accord. Mais il faut informer la malade. Je croyais qu'il fallait privilégier le TVT. Parce que c'est plus facile à retirer. Donc, mais de toute façon, les répercussions, c'est qu'il y a quand même moins de fabricants sur le marché. Ce n'est pas quelque chose de très lucratif quand on parle de ça par rapport à l'immunothérapie. Et donc les pharmaciens qui approvisionnent les blocs opératoires, ils ont peut-être aussi moins d'interlocuteurs qui fournissent derrière. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment, il y a vraiment la spécialité maintenant du prolapsus et de la fuite urinaire. C'est devenu une spécialité branche de l'urologie, mais... En fait, les tutelles... c'est spécialiste du périnée. Oui, exactement. Il faut être... on ne peut pas être spécialiste de la bandelette sous-urétrale, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Une technique, oui. Aucun sens. La pathologie. Les TOT ont révolutionné le monde fonctionnel parce que c'était facile à poser, c'était vite fait, ça faisait en 5 minutes, etc. Et donc, ça a pris vraiment de l'ampleur par rapport au TVT où il fallait sortir le cystoscope, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, on ne peut pas être spécialiste d'une technique. Ceux qui font de l'incontinence urinaire devraient savoir parler du sphincter artificiel, des injections d'agents comblants, des PCR. Il faut savoir parler de tout. Pas de tout maîtriser en termes techniques, mais savoir parler de tout. Se lève maintenant une deuxième question. Est-ce qu'actuellement, tu parlais des complications de la cystectomie, de l'entéroplastie, etc., Morgane, tu dis, voilà, nous, on est un grand centre, mais on a des complications, mais on sait gérer les complications. Ma question, c'est combien de praticiens actuellement savent gérer les complications liées aux bandelettes sous-urétrales ? Tu veux dire l'explantation ? L'explantation. Mais pas uniquement. Et puis quand on explante, il y a des risques. Fistule rétrovaginale, fistule vésico-vaginale. Si vous explantez les TOT, vous pouvez léser les nerfs obturateurs, plaie du grêle, Combien de gens sont capables de gérer les complications ? Est-ce qu'on peut envisager actuellement de mettre un implant dont on ne sait pas gérer les complications ? On ne le fait pas pour les cystectomies, on ne le fait pas. Ceux qui font des prostatectomies savent gérer la fistule anastomotique. Et je soulève des interrogations, des questions que les malades, en fait, les associations de patients soulèvent. Et donc actuellement, les complications de bandelette, ce que veulent faire
sociétés savantes et également les tutelles, c'est de les mettre dans un des centres experts qui ont l'habitude, qui font ça avec des seuils, des plateaux techniques, etc. Il y en a trop de femmes qui ont eu ça. Ce que tu disais, il y a 25 000. Il y aura très peu d'opérés, très peu d'élus. On est actuellement envahis. Je me fais mon propre recrutement de complications de branlette, mais j'ai pas envie de faire que ça de toute ma vie non plus. J'aimerais que tous les praticiens puissent y participer, parce qu'il y a quand même d'autres chirurgies intéressantes. Faire une carrière là-dessus. Voilà, on pourrait faire une carrière, mais c'est lourd. Et c'est vrai que c'est très bien cette émission de ce soir, parce que ça va faire réfléchir. Est-ce que je peux mettre un TOT si je ne sais pas assumer les complications des TOT? Voilà. Donc, il y a une règle générale en médecine, quand on fait quelque chose, on doit pouvoir réparer la complication. C'est ce que demandent les patientes actuellement. C'est une règle, et là si ça n'est pas, c'est compliqué. Et puis, les patientes reprochent le fait de ne pas être examinées. Là, on ne va peut-être pas faire le cas clinique parce qu'on a peut-être soulevé toutes les idées importantes. Mais comment est-ce possible de ne pas examiner avant de mettre quelque chose d'invasif? Ça arrive, ça? Mais malheureusement, oui. Parce qu'il y a des praticiens qui vont dire « je vais examiner la patiente au bloc opératoire », mais elle est sous anesthésie, donc elle ne peut pas tousser, elle ne peut pas nous dire la sensation quand la vessie est pleine. Les douleurs... Ça fait complètement l'impasse sur toute l'information avant, s'il n'y a pas eu d'examen pour expliquer, il faut rester pragmatique et respecter les étapes. Les douleurs dont on parle, ce n'est pas que des douleurs impossibles à gérer. Les douleurs, c'est d'abord dû aux érosions. Les érosions, c'est clinique. La dame, elle a mal, ça accroche un peu au rapport sexuel, etc. Elle a un peu de saignement. On l'examine, on fait un toucher vaginal, on fait une fibro, on a le diagnostic. Mais c'est jamais fait. C'est pas compliqué pour ça. Les patientes ont une errance diagnostique. Ce sera un gros gisement de sinistralité aussi pour les années. Ah oui, là, c'est vraiment, on marche sur des œufs, il faut se protéger, on est là pour... C'est pour ça que cette table ronde n'a rien à voir spécifiquement avec l'urologie, parce qu'elle touche tout l'univers des gynécos, des urologues. Gynéco, urologue, tu te dis que comme il y a beaucoup plus de gynécos, forcément... j'imagine que les gynécologues participent avec les urologues à la réflexion de tout ça, puisqu'ils sont dans le viseur des classes actions de la même façon. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout l'écosystème. Avec un souci, c'est parce que les complications là qu'on a listées, les rétentions, les vessies hyperactives, c'est des complications urologiques. Et je veux pas, moi je m'entends très bien avec les gynécologues, je travaille avec eux tous les jours, etc. C'est que, est-ce que finalement les gynécologues sont aussi formés à gérer des complications urologiques ? Moi, je ne suis pas formée à gérer des complications gynéco, donc je ne fais pas de hystérectomie, je ne m'aventure pas dans ces terrains-là, mais ça soulève des questions. Ou alors, s'ils ne sont pas formés, ils ont au moins un copain urologue pour le faire. Et c'est ce que les gens demandent. Mais on en vient quand même à l'extrême spécialisation, parce que quand on forme nos internes, on avait des DES à l'époque, quand on était inscrit à l'internat avec Véronique, on faisait le DES de chirurgie générale, puis après le DESC d'urologie. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois qu'on est dans des sur-domaines d'exercice qui font que moi, chirurgien du cancer, je ne peux pas très bien appréhender tout ça. Et on en revient à la RCP. On va vous dire, vous êtes dans des grands services. OK. Mais quand tu es dans un grand service où il y a le professeur Fay, le professeur Roupret, et puis le professeur, je ne sais pas, le docteur Drouin qui sont à côté, et l'une est spécialiste de la transplantation, l'autre du fonctionnel et l'autre de RCP, quelle est ma raison d'être dans la RCP de Véronique Fay ? C'est faible en fait. Donc en fait, il vaut mieux être dans des réseaux, j'allais dire, où les gens travaillent ensemble sur ces thématiques. Et ça, c'est très important, parce qu'on dit qu'il y avait tant d'urologues à la RCP, mais lesquels pouvaient revendiquer être des spécialistes de ce qu'évoque Véronique. Voilà. Donc du bon sens, beaucoup de staff, beaucoup de collaboration, et la preuve de l'information. Et ça, je crois que c'est aussi un des messages de ce soir, que on ne cesse de disséminer sur Branchet TV, mais là, plus que jamais. Alors, en tout cas, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est que les fiches qui sont distribuées par Aspro, qui aident à l'information des patients, il faut les regarder de très très près. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait tout probablement ça. Je crois même solliciter le chef de pôle de gynéco et l'inciter à regarder ce programme. Non, mais juste pour revisiter un petit peu ces aspects-là. Donc là, il y a des recommandations de bonne pratique. HAS, Association française du Rôle, les collèges de gynéco, les sociétés de gynéco, la CIFUD, sur les complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus. 16 mars 23, oui. C'est très récent. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que, quelques autres messages, c'est que déjà, on n'implante que ce qui est autorisé.
ça semble... On finit pas les stocks. On finit pas les stocks. Voilà. Comme je le disais en off tout à l'heure, quand on fait des formations, parce que c'est notre rôle et il faut qu'on le fasse pour qu'on puisse préserver ces traitements. Quand j'avais fait la formation à l'AFU sur les implants prothétiques, il y avait un monsieur qui avait levé le doigt et qui me dit « Mais moi, je ne comprends pas, ma bandelette n'est pas dans la liste. » Donc je lui dis, à votre avis, pourquoi ? Voilà, donc ça part de là. Ensuite, on ne détourne pas l'usage des bandelettes. On ne détourne pas l'usage des bandelettes. Ça, c'est pas possible. Quand on se débalade dans les centres, y compris dans les centres à l'étranger, combien de bandelettes pour des réparations pariétales de hernie sont utilisées pour les vagins ? Mais ça, c'est pas du tout la même chose. Il faut arrêter. C'est pas les mêmes mailles de filet. Voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de poses de mini-bandelettes, vous savez, les petites Altis, parce qu'on faisait des petites incisions et ça prenait 3 minutes pour mettre ces bandelettes. Une seule incision, elles avaient été inventées pour diminuer les bandelettes, les douleurs dues au passage transobturateur, les douleurs, voilà. Ouais. Les mini-bandelettes, on en a mis à gogo, etc. Nous, on avait essayé de faire une étude. Le labo n'avait pas soutenu l'étude parce que ça coûte cher, etc. Donc j'avais dit, moi, j'en pose pas. Voilà. Moi, c'est une étude, un registre. Si c'est un nouveau matériel, sinon, j'en pose pas. Résultat des courses, cette bandelette est retirée du marché. Interdiction totale. Donc, il n'y a aucune mini-bandelette qui figure dans la liste des bandelettes autorisées. Donc, il faut faire attention. Quand il y a quelqu'un qui vient avec une nouvelle bandelette, on ne les pose pas comme ça. Si elle n'est pas dans la liste, c'est une étude. C'était un des problèmes. C'est la loi. Le device, parce que dès qu'il y a un marquage chez eux, on peut... c'est pas comme dans le médicament, tu vois. Je comprends bien. C'est quand même intriguant. Et puis, alors, les complications, elles sont discutées en RCP avec toute la bande, gynéco, urologue, etc. On informe la malade, mais les recommandations insistent sur le fait que, quelle que soit la complication, si vous voulez la retirer, par exemple, vous devez informer la malade que peut-être que vous n'arriverez pas à retirer le matériel et que peut-être que l'état de la patiente peut être encore pire que maintenant, après votre chirurgie, une explantation. Est-ce qu'elle les accepte Alors, les patientes qui sont désespérées, qui sont très douloureuses, oui, elles viennent, elles disent « moi, je ne veux plus en entendre parler ». Alors, on dit « est-ce que vous vous rendez compte que vous allez peut-être devenir incontinente, je vais faire des trous dans l'urètre, dans le vagin, dans le côlon, dans le truc ». Oui, je sais. Bon, alors, dans ce cas-là, on y va. Ou alors, non, je ne veux pas, je venais juste savoir si quand j'ai mal à l'oreille, j'ai mal... Du tout au tout. Exactement. Mais c'est compliqué. Mais il faut prendre le temps de questionner nos chirurgies. Une femme qui développe une complication, il faut l'examiner, il faut l'écouter. Une femme douloureuse, ce n'est pas une femme hystérique. Il faut d'abord se remettre en question. Elle dénonce l'errance du diagnostic. Elle dénonce le fait qu'elles n'aient pas été informées de manière adéquate. Et puis, il faut, je pense, soit référer, si on n'a pas le plateau technique ou le plateau d'experts à faire, mais il ne faut jamais ignorer ces plaintes. Voilà. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Enfin, tout ce que vous avez dit est absolument passionnant, mais ce que tu dis est absolument effrayant. Parce que on voit bien que tout ça, on n'a pas tellement de porte de sortie finalement, puisque le tableau est épouvantable. Remettons toute chose là, mais ce n'est pas toutes les bandelettes, il y a un pourcentage. Bien sûr. Par contre, les explantations, ça ne fait pas rêver non plus, loin de là. Et puis, ce qu'on a en alternative, si c'est revenu au Burge il y a 30 ans, c'est un peu triste. Donc moi, j'espère que la communauté urologique et gynéco est en train d'œuvrer, de chercher pour trouver des alternatives moins invasives et moins dangereuses, et tout du moins on verra les complications dans quelques années, quoi. J'espère qu'on en est là. Sinon, merci à vous deux. Je pense que vous avez fait un truc extrêmement complémentaire et qui va bien aider les collègues qui pourront chercher ça sur le replay de Branché. Ils peuvent le trouver aussi sur Instagram. Et puis justement, le 15 février, il y aura une autre émission qui sera dédiée à un cas de gynéco avec le docteur Alain Proust. Il ne parlera pas de ça, mais enfin, on aura aussi un gynéco pour rester un petit peu. Et puis, il faut penser à regarder les fiches avec ce que tu as dit sur le caractère obligatoire. Ça, je pense qu'on n'est pas suffisamment au point là-dessus sur ce qu'on propose aux médecins par l'intermédiaire d'Aspro. Merci. Merci à vous deux, c'était passionnant.